Comme d'habitude, pour ceux qui ne nous connaissent pas, je suis Jonathan Maboulaï, je suis juriste en droit de société et formaliste chez Formalsup. Et en tout cas, en dehors de cette tâche, de cette mission, je suis président du club OADA de Toulouse et nous prenons plaisir à vulgariser le droit de société, les droits des affaires auprès des investisseurs, auprès des étudiants, auprès des entreprises et nous avons un public très large et nous organisons des webinaires. Et aujourd'hui, on est sur ce webinaire avec Léo SAS. Donc, pour ceux qui ont des questions sur le club WADA de Toulouse, sentez-vous libre de nous contacter sur LinkedIn, sur Instagram, sur Facebook ou sur X. Donc, sans pour autant monopoliser la parole, je laisserai notre intervenant se présenter, sachant qu'il y a une intervenante qui est très experte sur ces sujets, qui va aussi se présenter. Merci à toi, Fabrice. Merci Jonathan pour l'introduction et pour me passer la parole. C'est un véritable plaisir de retrouver l'audience ce matin, un peu comme à l'accoutumée. Et ça fait du bien de savoir qu'il y a des initiatives qu'on prend et qui suscitent de l'engouement chez d'autres personnes. Donc, étant donné qu'on a quelques minutes de retard, on va essayer d'aller assez rapidement. Moi, je suis le docteur Fabrice Nchatat. J'ai soutenu une thèse sur la dématérialisation des valeurs mobilières en zone CEMAC à l'Université de Yaoundé 2. Et c'est dans ce contexte-là qu'est partie l'idée de mettre en place une start-up pour accompagner les entreprises dans ce mécanisme-là au Cameroun, au Gabon et puis dans les États de l'OADA qui souhaiteraient prendre des tests d'application dans la matière. Étant donné que j'ai une thèse en droit des affaires et du numérique, ça m'a permis d'agencer le sujet avec les aspects concrets du droit OADA, pardon, en termes de droit des sociétés, précisément sous l'axe de la gouvernance des entreprises, la responsabilité des dirigeants, bien entendu, dans la continuité d'un webinaire qu'on a vu dernièrement sur l'organisation et le fonctionnement des sociétés commerciales OADA. Alors là, on est face à une thématique qui est assez hybride et assez novatrice. Donc, parallèlement à cette casquette de président de structure de l'EO SAS, je suis également enseignant-chercheur à l'Université de Paris-Nanterre où je donne des cours de droit. Donc, l'expertise de l'EO se situe justement dans l'accompagnement, les conseils en termes de droit des contrats, de blockchain, de smart contract et, bien entendu, de dématérialisation des valeurs mobilières. Là, vous avez toutes les informations nécessaires, que ce soit sur les pages Facebook, LinkedIn et une chaîne YouTube qui retranscrit un peu tous les webinaires qu'on tient là, voilà, afin de permettre aux uns aux autres de rattraper un peu ce qu'ils ont perdu. Donc, sans plus perdre de temps, je vais passer la parole à Madame Mylène Noubi-Tchatchoua qui a bien voulu être des nôtres ce matin, afin de nous apporter sa lumière sur la thématique en raison de retour d'expérience, d'expertise, de compétences et d'assises dans la matière. Donc, Mylène, merci d'être avec nous ce matin. Merci d'avoir accepté de participer, de contribuer à ce webinaire. Sans plus tarder, je te donne la parole. Merci Fabrice. Bonjour à tous. J'espère que vous m'entendez. Très bien, et on te voit aussi. De connexion. Ah, ok, c'est super. Bon, moi, je suis Mylène Noubi-Tchatchoua. Je suis, je dirais quoi, gestionnaire de par ma formation en gestion à l'université de Yaoundé 2. Je suis également économiste puisque j'ai également 2 masters en gestion de la politique économique. Je suis également magistrat financier, auditrice en service à la Chambre des comptes de la Cour suprême. C'est donc de dire que les questions de gouvernance financière sont vraiment dans mon champ de compétences. Merci, c'est ce que je peux dire pour le moment. Merci. Je commence tout de suite là? Oui, bien sûr, on enchaîne. Voilà. OK, c'est vrai que nous parlons de dématérialisation des titres détenus par les entreprises, mais aujourd'hui, il est important de rappeler que ces entreprises sont régies par des principes de gouvernance pour leur fonctionnement en général, qu'elles soient des entreprises privées, des entreprises cotées en bourse et des entreprises publiques, et qu'elles aient des titres physiques ou même dématérialisés, elles ont besoin de mettre en place une gouvernance vraiment efficace pour le bon fonctionnement de leurs entreprises. Déjà, OK, slide 1. Nous sommes bien évidemment en droit OADA, c'est-à-dire que l'objectif du traité relatif à l'harmonisation du droit des affaires que nous connaissons tous est de favoriser le développement économique et l'intégration régionale plurijuridique, je dirais, en dotant les États membres, les États parties d'un même droit des affaires modernes. Et de dire donc que
Ce traité-là permet donc d'encadrer la gouvernance des entreprises. Pour cela, plusieurs matières ont donc retenu l'attention du législateur, parmi lesquelles le droit des sociétés commerciales, dont l'acte uniforme est relatif. S'agissant précisément de la gouvernance d'entreprise, force est de constater que même si l'acte uniforme n'a pas précisément parlé au terme littéral à la gouvernance des entreprises, il n'en touche pas moins les mécanismes. Disons que le droit des lois, en l'occurrence l'acte uniforme sur les sociétés commerciales révisé, comporte donc de nombreuses règles relevant de la gouvernance des sociétés. On y retrouve par exemple les règles sur le fonctionnement des organes dirigeants ou la répartition des pouvoirs entre les dirigeants. On y retrouve les règles de contrôle par le commissaire aux comptes et les associés, les règles concernant la communication, l'information des associés. Cela témoigne donc de la volonté du législateur OHADA de voir appliquer les principes de gouvernance dans les entreprises. Mais au final, c'est quoi concrètement la gouvernance des entreprises? Disons que on voit la gouvernance comme un cadre institutionnel, juridique et réglementaire qui régit la relation entre les dirigeants et les investisseurs au sein d'une entreprise, qu'elle soit privée, comme on l'a dit, à côté en bourse ou publique. Globalement, cette gouvernance se réfère donc à l'exercice du pouvoir dans les organisations. En d'autres termes, elle représente l'organisation du contrôle et de la gestion de l'entreprise. Et en effet, la gouvernance des entreprises fait donc coexister deux catégories d'acteurs. Il y a un peu de bruit là, ok. Je disais que cette gouvernance fait coexister deux catégories d'acteurs. D'une part, nous avons les associés ou investisseurs ou encore appelés actionnaires, qui sont les véritables maîtres de l'affaire sociale. Donc, ce sont eux qui possèdent l'entreprise. Et d'autre part, nous avons ceux qui sont mandatés, c'est-à-dire les dirigeants, par les dix maîtres. Il y a un bruit qui est un peu gênant. Ok. Je disais donc, il y a également les mandatés qui sont les dirigeants et qui sont mandatés par les 10 maîtres, que sont les actionnaires, pour gérer justement la société au mieux de l'intérêt social. Ainsi donc, bien que la société soit la propriété des investisseurs, des actionnaires, le véritable pouvoir de gestion et de gouvernance est confié aux dirigeants. Parce que l'usage de ce pouvoir doit avoir pour finalité essentielle, par exemple, la préservation des intérêts financiers de ces investisseurs-là, c'est-à-dire les résultats financiers. Et une autre finalité, c'est l'efficience de l'utilisation des ressources de l'entreprise. C'est-à-dire qu'il incombe aux dirigeants de promouvoir dans cette efficience de l'utilisation, la bonne utilisation des ressources de l'entreprise. On dit donc que plus généralement, la gouvernance d'entreprise sous-entend que les entreprises non seulement maximisent la richesse des actionnaires, mais trouvent un équilibre entre les intérêts de ces actionnaires et ceux des autres parties prenantes de l'entreprise, que sont les salariés, les clients, les fournisseurs et bien d'autres. Slide 2. Le prochain slide, ok. Maintenant, le droit OHADA, à travers son acte uniforme, comme je le disais tantôt, impose aux entreprises certaines obligations. Premièrement, il y a l'obligation d'immatriculer, une immatriculation obligatoire au registre de commerce et du crédit immobilier, parce que cette formalité est obligatoire et constitutive pour certaines formes de société. Sans immatriculation, une société n'a pas la personnalité juridique qui peut entraîner des sanctions civiles et même pénales. Nous reviendrons plus tard sur ces sanctions-là. La deuxième obligation, c'est la tenue obligatoire de la comptabilité. Parce que les sociétés doivent tenir une comptabilité régulière, sincère et conforme aux normes comptables OHADA. C'est très important. Afin de garantir justement cette transparence financière-là. Il s'agit donc de l'obligation, par exemple, de tenir des comptes, des livres comptables tels que le livre journal, le grand livre, le livre inventaire dans lequel les opérations financières sont passées par le comptable au quotidien. Il a l'obligation de produire des états financiers annuels, pour le fisc, même pour la gestion, même pour la gestion de l'entreprise et même pour les investisseurs, qui comportent soit le bilan, le compte de résultats, les tableaux financiers des ressources et emplois et les annexes. Voilà, ces états financiers-là sont obligatoires. Et à la fin d'année, on doit faire un inventaire des actifs et des passifs, qui est également une obligation. C'est-à-dire que la non-tenue ou la falsification des comptes peut entraîner justement la nullité des décisions sociales de l'entreprise, des sanctions fiscales
par le fisc, et la mise en cause de la responsabilité des dirigeants. Et qui dit dirigeant, c'est directeur général et même les présidents du conseil d'administration, les membres du conseil d'administration en général. Voilà. La troisième obligation concerne, régie dans l'acte uniforme, c'est pour s'assurer de la bonne gouvernance, c'est la communication des informations. Vraiment, la transparence dans la communication est très, très importante. Et parce que cette communication est pertinente beaucoup plus pour les actionnaires et les autres parties prenantes. Il s'agit par exemple de la convocation, il doit y avoir des informations qui communiquent la convocation régulière des assemblées générales, qu'elles soient ordinaires ou extraordinaires. On doit avoir des documents de communication d'informations aux associés, c'est-à-dire les rapports de gestion, les comptes annuels, l'ordre du jour, les projets de résolution. Donc, ces documents-là doivent être communiqués obligatoirement aux actionnaires pour la tenue des assemblées, pour la bonne marche de l'organisation. Prochain slide. Voilà. Maintenant, la gouvernance s'exerce dans l'entreprise à travers quoi? Ces organes de gestion, dont les responsabilités diffèrent des uns et des autres. Premièrement, nous avons tout d'abord, je dirais même le conseil d'administration, parce que dans les sociétés anonymes, le conseil d'administration, c'est un organe très stratégique, vraiment, c'est l'organe stratégique qui joue un rôle central dans l'entreprise. Il est composé d'administrateurs, personnes physiques ou morales, nommés par l'Assemblée générale des actionnaires que nous verrons tout à l'heure, en principe beaucoup plus dans les entreprises publiques, parce que dans les entreprises publiques, nous verrons que les administrateurs sont nommés par le gouvernement, comment c'est. Mais dans les sociétés anonymes de droit privé, les administrateurs sont sont choisis par l'Assemblée générale des actionnaires. Donc, et le rôle du conseil d'administration, c'est quoi? Il est chargé de définir les grandes orientations stratégiques de l'entreprise. Vraiment, c'est lui l'organe vraiment de stratégie. C'est lui qui est chargé de nommer et révoquer le directeur général et éventuellement le directeur général adjoint. Il contrôle la gestion, c'est-à-dire qu'il peut demander tout document, convoquer des réunions et faire des vérifications. C'est ça son travail. Il prépare des décisions à soumettre à l'Assemblée générale, justement, qui regroupe tous les actionnaires, tels que les comptes annuels, les rapports, projets de résolution. C'est également le conseil d'administration qui peut choisir et qui désigne le commissaire aux comptes lorsqu'il s'agit des audits. Et le deuxième organe, s'agissant de la gouvernance des organes de gestion, c'est l'Assemblée générale. C'est l'instance d'expression même démocratique où s'exerce le pouvoir des actionnaires. C'est-à-dire que ce pouvoir est de manière indirecte parce qu'il s'exerce à travers les assemblées générales. Nous avons ordinaires, donc telles qu'elles sont prévues par la loi, extraordinaires pour des questions vraiment des activités telles que les modifications de capital, les statuts, tout ça. Donc vraiment, il y a deux types d'assemblées générales, ordinaires et extraordinaires. Et ce pouvoir à l'Assemblée générale s'exprime également à travers plusieurs droits. C'est-à-dire que nous avons le droit des actionnaires qui se manifeste à travers le droit de vote, qui est également proportionnel au nombre de parts sociales. Il y a également le droit aux dividendes, qui est également proportionnel au nombre de parts sociales. Le droit à l'information, chaque actionnaire, lorsque vous possédez une part de l'entreprise, vous avez le droit à l'information. Toute l'information de l'entreprise. Donc, il n'y a pas une information qu'on devrait cacher à un actionnaire et un droit de contrôle. Voilà. Il faut donc savoir que la gouvernance d'entreprise en droit au HADA repose sur un principe fondamental, qui est la séparation de pouvoir entre la stratégie et les dirigeants, c'est-à-dire l'exécution dirigeant. Et en revenant sur les dirigeants, nous allons voir que ce sont eux qui implémentent dans la stratégie au quotidien de l'entreprise. Donc, ils assument une gestion quotidienne et c'est eux qui mettent en œuvre les décisions prises par le conseil d'administration et l'assemblée générale. Donc, nous verrons donc que dans certaines sociétés anonymes, par exemple, il est possible de dissocier les fonctions du président du conseil d'administration et du directeur général. Et cela a plusieurs avantages, notamment d'équilibrer les pouvoirs, parce que au moins là, on ne trouve aucune concentration excessive entre les mains d'un seul acteur. Nous avons vu plusieurs des cas où lorsque vous êtes président, même président du conseil, en même temps directeur général, vous avez les pouvoirs, surtout vous décidez de tout. Donc, il n'y a vraiment pas de contre-pouvoir. Donc, cette séparation-là permet donc d'annuler, bien d'éviter cette concentration excessive sur une seule personne. Également, cette séparation permet un contrôle mutuel, c'est-à-dire que le conseil surveille les dirigeants et ces derniers, les dirigeants, rendent compte de leur gestion au conseil, ce qui fait qu'il y a vraiment un contrôle mutuel entre les deux. Et cette séparation permet également un renforcement de la responsabilité parce que chaque organe est clairement identifié, ce qui facilite la reddition des comptes.